Bienvenue dans cette séquence invitée de la rédaction sur Média TV. Rokhaya Diallo, la journaliste, l'auteure et la militante, sera notre invitée aujourd'hui. Elle est la marraine du 9e raid solidaire Sahraouia Dakhla, dont le coup d'envoi a été donné ce week-end. Sahraouia se poursuit jusqu'au 11 février. Et direction tout de suite Dakhla pour rejoindre notre invitée. Bonjour Rokhaya Diallo, merci de vous joindre à nous. Merci beaucoup, bonjour à vous, merci pour votre invitation. Alors, marraine de la 9e édition du raid Sahraouia Dakhla, quelle est la mission d'une marraine d'une telle compétition sportive ? Alors, la première de mes missions en tant que marraine, qui a un rôle qui m'honore, c'est d'y participer. Donc, je fais au mieux avec mes compétences sportives pour prendre part aux différentes courses. Et en tant que marraine, avec mon binôme Penda Diouf, j'ai pour mission de soutenir et de mettre en avant une organisation qui me tient à cœur. En l'occurrence, l'organisation que je soutiens, c'est Excision Parlons-en, qui est une organisation qui protège les jeunes filles des mutilations sexuelles. Alors justement, nous allons en parler. Nous allons également parler de votre dernier ouvrage, Kif ta race, parce que vous êtes également militante antiraciste, Rokhaya Diallo. Mais avant, alors, vous êtes une centaine de femmes donc en compétition cette année pour cette 9e édition de Sahraouia. C'est votre première participation, Rokhaya Diallo ? C'est ma toute première participation à ce raid et à un raid de toute ma vie. J'ai jamais participé à une compétition sportive, donc c'est vraiment une grande première pour ma part. Et effectivement, il y a une centaine de femmes de tous horizons, extrêmement motivées, engagées, et c'est vraiment un plaisir et une joie quotidienne que de courir à leur côté. Alors, au-delà de la course, parce que finalement, vous courez, bien sûr, parce que c'est une compétition sportive avant tout, mais vous courez aussi pour une cause, parce que au-delà de cet esprit de compétition, n'est-ce pas, il y a cet esprit de militantisme en faveur des femmes, contre les violences, toute forme de violence faite aux femmes. Quelles sont les autres associations que vous avez eu la chance de croiser pendant votre participation à ce raid Sahraouia ? Alors, il y a de nombreuses associations, certaines dont le nom m'échappe, mais l'autre marraine soutient par exemple une association qui s'appelle Radia. Il y a des associations qui œuvrent pour la promotion de la santé mentale, en tout cas la protection de la santé mentale des plus jeunes, qui soutiennent les enfants. Il y a énormément une grande variété d'organisations qui sont soutenues. Et puis surtout, vous le disiez, ce qui est le plus important ici, c'est pas la compétition, mais véritablement la solidarité qui se manifeste chaque jour entre nous toutes. Donc moi, je suis vraiment pas venue dans le but de gagner quoi que ce soit, mais vraiment de faire des belles rencontres, de découvrir aussi une très très belle région et puis de me dépasser tout simplement. Oui, bien sûr, parce qu'avant tout, il y a effectivement cette question de dépassement de soi, et il faut beaucoup de dépassement de soi pour soutenir cette cause, donc qui est que votre association, dont votre association porte le nom, Excision. Parlons-en, Rokhaya Diallo. Comment cela se fait-il que les mutilations génitales féminines ont augmenté de 30% à cause des changements climatiques ? Alors, c'est pas mon association, c'est une association que je connais, que je soutiens depuis quelques années. Ce qui se passe, c'est que je peux pas vraiment vous dire quel est le lien direct entre les changements climatiques et l'augmentation de ces pratiques. Ce qui est certain, c'est que ces pratiques ont lieu sur quasiment tous les continents. Et je trouve que c'est important de ne pas circonscrire l'idée que que les jeunes filles qui sont exposées à ces possibles mutilations sont uniquement sur le continent africain. Ça se passe partout dans le monde et je pense que c'est important de faire à la fois de la prévention, de la sensibilisation et d'accompagner en fait les familles dans la sortie de ce type de pratiques qui font énormément de tort et qui causent vraiment des grandes difficultés et des tragédies chez les jeunes femmes. Alors, en quoi consiste justement le travail Donc, il y a beaucoup de travail de sensibilisation, mais sur le terrain, comment cette association, comment vous sensibilisez ces familles, ces jeunes femmes qui peut-être subissent, ont subi ou feront subir ou feraient subir l'excision à leurs filles? Alors l'association donc que je représente ici, c'est pas la mienne, mais c'est vraiment l'association que je suis très fière On a compris, c'est pas votre association, mais en tout cas vous portez le message de cette association.
Tout à fait. Bah, c'est une association qui produit notamment de la documentation, en fait, pour essayer vraiment de sensibiliser à la fois les familles, de faire en sorte aussi que les jeunes filles et les jeunes femmes soient vigilantes aux signaux qui peuvent laisser croire que leurs familles vont les exposer à de telles mutilations, et puis essayer de faire comprendre aux personnes et aux familles qui peuvent la pratiquer les conséquences potentielles, les graves conséquences que cela peut avoir. Donc, c'est vraiment tout un travail d'accompagnement, de sensibilisation, de prévention et d'identification des possibles victimes dans l'espoir vraiment de mettre fin à ces pratiques qui malheureusement sont encore massivement pratiquées sur l'ensemble du globe. Et particulièrement en Afrique, Rokhaya Diallo, quels sont les pays les plus touchés encore par ces formes de mutilation? Oui, c'est une pratique qu'on retrouve beaucoup en pratique. Je crois que c'est en Égypte que le taux de pratique est le plus important. Pour autant, je pense que c'est important de dire qu'on trouve aussi des pratiques relatives à l'excision en Asie, en Europe, sur le continent américain, et qu'effectivement, il y a un gros travail qui doit être fait sur le continent africain, et il y a énormément d'associations qui le font. L'association que je représente, Excision Parlons-en, est une association française qui est basée en France et qui justement essaye d'œuvrer auprès des différentes diasporas pour essayer de communiquer les informations qui permettent un petit peu de freiner cette pratique qui est celle de l'excision et des mutilations sexuelles en général. Et en discuter sans tabou, et justement sans tabou, vous explorez d'autres questions, cette fois-ci de nature raciale. C'est cet ouvrage dont vous êtes l'auteur, la co-auteure aux côtés de Grace Lee, Kif Taras, donc une expression familière que vous empruntez pour parler de sujets beaucoup plus sérieux, de racisme. Vous parlez de la recrudescence des idées racistes, notamment en France, et en sachant, Rokhaya Diallo, que vous définissez 100% sénégalaise, 100% française et 100% gambienne. Vous vous présentez toujours à 300%? Oui, tout à fait. Je pense que les pourcentages peuvent s'additionner à l'infini. Moi, j'ai pas envie de diviser mon identité, de choisir entre mon identité de naissance, qui est celle de la France, et l'identité de mes parents, qui est le Sénégal et la Gambie. Donc, je me sens pleinement appartenir à toutes ces sphères culturelles. Et vous avez tout à fait raison de souligner la recrudescence des idées raciales, des idées racistes, pardon, dans le contexte européen, en France en particulier. On voit qu'il y a une montée extrêmement importante de l'extrême droite, de ces mouvements qui font vraiment des scores absolument déplorables dans leur succès en Italie, mais aussi en France. Et notre ouvrage Kif Taras, justement, essaie de décrypter tous les phénomènes racistes et de donner des clés pour les personnes, nos lecteurs et nos lectrices qui seraient susceptibles de s'y intéresser, pour comprendre en fait comment fonctionnent ces idéologies et pour mieux les faire reculer. Mais l'idée est que, justement, les propos aujourd'hui racistes tels que nous les concevions il y a quelques années ont bien évolué, et on sent qu'ils se diluent dans un discours qui soit pas spécialement choquant dans les médias français, en l'occurrence, mais qui s'immisce dans les mentalités et qui crée un réel danger aujourd'hui pour tout téléspectateur de chaînes d'infos en continu. Tout à fait, vous le soulignez de manière tout à fait juste. Le racisme aujourd'hui emprunte des chemins qui ne sont pas identiques à ceux d'un racisme qui était beaucoup plus explicite à une autre époque, hein, il y a quelques décennies par exemple. Et on voit que par exemple en activant des préjugés autour de l'islamophobie, autour des différentes pratiques religieuses relatives à l'islam par exemple, eh bien on a une reformulation d'un racisme qui est considéré comme acceptable. Et sous couvert de laïcité, sous couvert de culture républicaine, eh bien en fait on va d'une certaine manière harceler des personnes qui sont musulmanes et les empêcher d'être elles-mêmes, comme s'il y avait une incompatibilité entre l'islamité et la francité. Et vraiment, nous, on essaie de démontrer que le racisme en fait prend énormément d'espace et vraiment comment dire, adopte des expressions qui sont presque anodines, mais qui sont devenues vraiment acceptables. Et c'est vraiment ce qui est dangereux aujourd'hui. Et comment, justement, comment faire face à cela, selon vous, en tant que militante? Vous avez été sur des plateaux de télévision, en France en l'occurrence, mais on sent que ce qui est le plus relayé, ce ne sont pas les voix contre, mais les voix plus qui encouragent ces formes de racisme, aussi insidieux et aussi sournoises soient-elles.
Effectivement, en tant que journaliste, je participe régulièrement à des débats de télévision sur l'actualité française ou internationale. Et c'est vrai qu'il y a un déséquilibre en réalité dans la prise de parole publique entre les personnes qui vont défendre des idées antiracistes, féministes, de justice sociale généralement, comme c'est mon cas, et celles qui vont défendre des idées plus réactionnaires, plus conservatrices, qui vont davantage de visibilité dans l'espace public. Donc je crois qu'effectivement, il y a énormément de personnes qui ont envie de défendre des idées comme les miennes dans l'espace public. Malheureusement, elles n'y ont pas accès. Et la difficulté aujourd'hui, c'est vraiment celle-là, c'est celle d'essayer de créer, de recréer un équilibre qui permettrait en fait aux différents spectateurs, enfin téléspectateurs et téléspectatrices, d'être exposés à un autre discours que ce discours de plus en plus réactionnaire, de plus en plus raciste, hein, on peut dire, on peut vraiment employer les termes, qui se normalise et qui favorise l'émergence et l'ancrage même, je dirais, puisque l'émergence de l'extrême droite. Hein. Mais qui brigue un mandat présidentiel. Prenons l'exemple d'Éric Zemmour, par exemple. C'est-à-dire c'est un candidat à la présidentielle qui a été complètement fabriqué par les médias, par certains médias français. Absolument. Absolument, c'est à la fois une créature médiatique et un candidat dont l'intégralité du programme reposait sur la haine des autres et sur la haine des immigrés, des musulmans, des personnes qui vivent dans les quartiers populaires de banlieue. Et donc, il n'avait absolument aucun autre élément de son programme que la haine des immigrés et la haine des femmes. Et malgré ça, il a réussi à installer un espace médiatique, enfin, à s'installer dans un espace médiatique absolument vaste. Et ça a normalisé une forme de discours qui a, je pense, renforcé aussi le Rassemblement national et qui laisse quand même vraiment avoir des craintes pour les élections qui auront lieu en 2027. Oui. Mais avant les élections, il y a ce projet de loi immigration qui a été présenté par le ministre de l'Intérieur la semaine dernière en Conseil des ministres. Un projet de loi d'immigration qui va vraiment qui pend et penche vraiment dans des orientations de pure droite, voire d'extrême droite. Mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Parlons justement de vivre ensemble. Vous êtes à Dakhla, vous participez à un raid qui met en avant justement cette culture du vivre ensemble, cette culture de la diversité. Première participation donc pour vous, Rokhaya Diallo, peut-être un retour sur expérience sur ces 2 jours déjà qui ont commencé pour ce raid qui se termine le 11 février. Alors, je suis fatiguée, hein, je vais pas... Merci pas quand même de prendre l'effort de répondre à nos questions. C'est extrêmement éreintant physiquement, mais en même temps, on s'encourage tellement les unes les autres. C'est ce que vous disiez à l'instant sur les valeurs de solidarité. Il y a tellement d'encouragement, tellement de ferveur, tellement de découvertes de belles personnalités que finalement, la fatigue passe au second plan. Mais c'est vrai que je me lève le matin en découvrant des nouveaux muscles complètement fourbus. Et c'est vrai que c'est une expérience humaine assez particulière. Est-ce que vous connaissiez un peu le Maroc, Rokhaya Diallo? Est-ce que vous connaissiez cette culture hassani qui est en soi un brassage de plusieurs cultures et qui est aussi un hymne à la diversité, compte tenu de la position géographique de cette région? Oui, alors je connais le Maroc, enfin j'ai la chance de m'y rendre régulièrement. L'année dernière, j'ai passé du temps à Tanger, à Casablanca. Je suis allée récemment à Essaouira et je viens généralement plusieurs fois par an au Maroc. Mais cette région, je la connaissais pas du tout. Enfin, je la connaissais sur le papier. Et c'est effectivement une très très belle découverte en termes territoriaux, en termes géographiques, en termes de culture culinaire, vestimentaire. Donc j'en ai vraiment plein les yeux chaque jour. Et c'est un plaisir d'échanger avec les populations locales et puis d'en savoir davantage sur ce qu'elles produisent culturellement, quoi. Un dernier mot, et puisque vous vous trouvez donc dans ce territoire marocain qui est le Sahara, aux portes de l'Afrique subsaharienne, quels sont aujourd'hui vos liens avec le Sénégal, avec la Gambie, qui sont aussi vos pays respectifs aux côtés de la France où vous êtes nés? Tout à fait. Donc, j'ai des liens très très forts avec le Sénégal, surtout plus que la Gambie. Je dois le reconnaître. Il faut que je répare ça. Mais c'est mon pays. C'est un pays dans lequel je me rends régulièrement, auquel je suis attachée. Et pour moi, d'être ici, c'est aussi l'occasion de rappeler qu'il y a toujours une espèce d'idée de
frontière artificielle qu'on fait entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, comme si le Sahara constituait une limite. Et je trouve que c'est important de rappeler que le continent africain constitue un ensemble et que le désert n'est pas une frontière, c'est vraiment un espace de transition de certaines cultures vers d'autres, mais qu'on appartient tous et toutes au continent africain. Et aujourd'hui, en tant que Française, mais aussi en tant qu'Africaine, que je suis ici et très très fière de faire ce raid sur mon continent. Doublement fière, j'ai envie de dire, Rokhaya Diallo, parce que les Lions de la Teranga viennent de remporter le CHAN. Je profite de l'occasion pour les féliciter et pour féliciter tout le peuple sénégalais et vous, bien sûr, comprise, Rokhaya Diallo. En tout cas, je vous laisse vous reposer. Je vous remercie encore une fois d'avoir répondu à nos questions. Je vous souhaite bon courage, force à vous et à toutes les centaines ou la centaine de participantes au raid Sahraouia qui se tient dans la ville marocaine de Dakhla, donc jusqu'au 11 février. Force à vous, Rokhaya. Dans tous vos raids, soient-ils militants ou sportifs. Merci, je prends cette force et je l'emmène avec moi pour la prochaine course. Inch'Allah, merci. Inch'Allah, merci. Voilà, c'est la fin de cette séquence invitée de la rédaction. Très bonne suite des programmes.